Bien, bonjour tout le monde. Nous allons donc aborder ici le module concernant la gestion des ressources humaines. Mon nom est Aristide Vignic. Je suis donc maître de conférence en sciences de gestion à l'IUT Gaulle, Grand Ouest Normandie, sur le pôle de Caen. Alors, quels sont les objectifs de ce cours? D'abord, il s'agira de questionner l'intérêt d'un cours de GRH pour les GEA, initier aux éléments clés de la gestion des ressources humaines, introduire différentes politiques des ressources humaines et susciter peut-être des vocations. Nous allons illustrer ces différents points par des aspects ou on va dire, des éléments concrets. Alors, quelle va être la démarche pédagogique? D'abord, nous aurons 12 séances de 2 heures qui vont être réparties en 6 séances de CM et directement donc sur eCampus et 6 séances pour chaque groupe donc de TD. Donc, il y aura aussi bien des apports théoriques et quelques exemples réels. Alors, en termes d'évaluation, et je pense que c'est la partie qui vous intéresse peut-être un peu plus, si on va dire les choses simplement. Alors, nous aurons des écrits, et une dissertation qui va être faite plutôt par équipe. Il y aura donc un examen terminal qui va avoir lieu durant la semaine des examens, qui comptera pour la moitié de la note finale. Nous aurons des QCM de différents ordres. Il y aura des QCM progressifs, donc à l'issue de chaque CM en général, à part donc bien évidemment le CM numéro 1, donc étant donné que vous n'avez pas encore les informations, donc ça va être le petit décalage à ce niveau-là jusqu'à la dernière séance de CM, donc 5 petits QCM au maximum. Généralement, on va dire 10 questions globalement. Donc, ce sont des QCM qui vont suivre les CM. Donc, la moyenne de toutes les notes que vous auriez obtenues à la fin donc, de tous ces CM va constituer 10% de la note finale. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner à suivre progressivement en fait votre évolution dans la manière d'acquérir ces différents éléments-là. Il y aura également une QCM de synthèse de 20 questions à la fin de tous les TD, donc lors de la dernière séance de TD, ça va être en avril, et qui comptera pour 20% de la note finale. Et enfin, vous allez être regroupés par équipe pour faire une dissertation RH sur une dizaine de questions. Vous serez amené à choisir donc, de manière un peu aléatoire et faire une dissertation. On donnera quelques éléments le 15 février, en la date où cela va être précisé un petit peu sur aussi bien les questions et vous donner quelques pistes, notamment dans la rédaction de ceux qui servent là. Alors concrètement, l'examen terminal qui est quand même important parce que comptant pour la moitié de la note va être constitué de 2 parties, une théorique et une autre pratique. La partie théorique va prendre en considération les notes de cours et autres, et la partie pratique va mobiliser des données, des cas pratiques qu'on aurait utilisés dans le cadre donc des différents TD. Alors, comme je l'ai dit, il y aura un dossier de synthèse, rappelons ça une dissertation RH que vous serez amené à rédiger. Donc, globalement, vous allez être répartis par équipe de 4 à 5 étudiants, donc en suivant un petit modèle, disons, des PPP. L'idée, c'est vraiment de vous éviter de travailler de manière trop dispersée, de passer d'une équipe à une autre, donc d'un petit groupe à un autre groupe. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous aider à ne pas être trop dispersé dans la formation de ces différentes équipes-là. La constitution et les choix aléatoires du sujet vont être traités avant le début des TD, donc au plus tard le 15 février, ça va être, je crois, le dernier CM. Vous allez donc prendre contact entre vous, étant donné que vous n'allez pas constituer les équipes comme vous voulez. On va essayer d'avoir un modèle un peu harmonieux. Donc, vous allez prendre contact entre vous, entre membres de l'équipe, et ensemble choisir un coordonnateur ou une coordinatrice avec qui je vais interagir. Je vais vous présenter donc les 10 questions de dissertation et vous proposer un plan à suivre pour ceux qui seront un peu perdus. Donc, ça va être lors du dernier CM, donc en fille, on va plus dire du distanciel, comme on le fait ici avec ces petites vidéos. Alors, pour l'organisation du travail et la répartition des rôles, j'ai besoin d'avoir quelques informations qu'il faudra absolument me préciser, notamment qui fait quoi, sur quoi, comment et pour quand.
qui assure la coordination, c'est-à-dire la mise en relation de tâches de chaque membre. Donc, quand vous auriez défini cela dans la phase précédente, hein, c'est beaucoup plus facile. Hein. Ce sont ces coordonnateurs qui vont donc choisir pour vous la question qui va être abordée dans cette dissertation pour l'équipe concernée. Il s'agira aussi de voir comment rassembler les travaux individuels réalisés, les harmoniser, les mettre en page pour en faire un document final qui, quand et comment imprimer et remettre le document final selon les délais que j'aurais précisés. Et donc, le délai, vous allez l'entendre dans la phase qui suit, notamment le contenu du dossier. Alors, donc, au plus tard, le 30 avril, vous devez me rendre votre dossier de dissertation, bien évidemment, suivi d'une mise en forme académique. Alors, concrètement, retrouvez globalement ces différents éléments, les 4 éléments que vous pouvez voir là. Donc, page de garde, clairement, indiquant clairement, bien évidemment, le nom de la matière, le thème ou la question de la dissertation, le responsable de la matière, moi, les auteurs, donc les différents membres de l'équipe, hein, et l'année académique 2020-2021. Un mini sommaire, hein, donc un petit plan, suivant ce que j'ai mis ou je vous aurais proposé ou adapté à votre sauce, hein, bien évidemment. Un contenu comprenant une introduction, une rédaction de 3 pages maximum. Là, il faudra être, beaucoup de choses vont être testées, votre capacité à synthétiser des informations, à rédiger, à structurer votre travail sur le sujet qui sera choisi. Une conclusion, donc en faisant le lien, bien évidemment, avec le cours et l'enseignement personnel ou collectif que vous avez pu tirer, si ce que cela vous a évoqué en réalité. Et un autre point sur les références bibliographiques clés. Donc, pour rédiger cette dissertation, vous avez consulté des sites en ligne, si vous avez regardé un petit peu dans un livre des choses, etc. Donc, vous pouvez éviter des plagiats parfois, ainsi de suite. Les citations, il y a de manière précise de pouvoir les mettre. Et une fiche groupe, donc une dernière page en quatrième de couverture généralement, indiquant les tâches, rôles de chaque membre de l'équipe, prénom, tâches, coordination, consulter, enfin, différents rôles que chacun aurait pu faire dans le groupe. Vous pourriez, et aussi à la fin des CM, vous pourriez également me poser des questions relatives donc, à votre dissertation. Je vais m'y prêter gentiment et y répondre. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Introduction générale à ce module. Cela va partir d'un certain nombre de questions qu'on va se poser en général pour arriver à la GRH comme piste ou solution éventuelle à mobiliser dans ce cadre ici. Sommes-nous motivés par notre travail, impliqués dans nos études, dans notre emploi et dans nos organisations plus tard? Qu'est-ce qui pousse certains étudiants à ne faire aucun effort en classe et à se contenter d'un service minimum? On va une petite moyenne, on va dire. Et plus généralement, certains cadres en entreprise, alors que ce soit des hommes ou des femmes, à investir tout leur temps et leur énergie dans le travail. Enfin, qu'est-ce qui nous pousse à agir dans un sens ou dans un autre? Alors, très concrètement, effectivement, il serait, si vous voulez, vain de répondre simplement à cette question dans la mesure où les déterminants à prendre en compte sont nombreux et évoluent dans le temps, si vous voulez. La gestion des ressources humaines permet d'apporter, on va le dire, quelques réponses à quelques éléments, on va dire, de réponse aux différentes questions qui ont été précédemment posées. Alors, il faut, dès l'entrée, indiquer que la gestion des ressources humaines est la fonction de l'organisation qui acquiert, stimule et régule le personnel dont elle a besoin en vue d'atteindre ses objectifs. La gestion des ressources humaines s'appuie en général sur une série d'outils. Analyse de postes, par exemple, de recrutement, de formation, d'appréciation, de classification, de valorisation, d'encadrement du cadre, etc., etc., etc. Il faut préciser donc que tout organisme gère ainsi ses ressources humaines de manière formalisée ou non, en faisant appel à de tels outils. Ainsi donc,
la gestion des ressources humaines peut se décliner en deux grands pôles. D'abord, une gestion stratégique des ressources humaines. Celle-ci veille à fixer, en cohérence bien évidemment avec les grandes orientations de l'organisation, ce qu'on appelle la stratégie générale, les grandes orientations en matière de recrutement, de formation ou de gestion des carrières, ou alors en la gestion au jour le jour, ce qu'on va appeler une gestion opérationnelle ou quotidienne des ressources humaines qui relèvent plus des implications juridico-administratives auxquelles doit faire face un service RH au quotidien. À titre d'illustration, la GRH stratégique peut être par exemple constituée en prenant l'exemple d'une augmentation des salaires de 1% pour tous les salariés, ou encore le recrutement d'un négociant pour représenter l'entreprise dans une nouvelle de ses filiales dans un pays, à Abu Dhabi, si vous voulez, là-bas. Cela va avoir des conséquences stratégiques. Vous ne créez pas une filiale, c'est peut-être une stratégie, bien évidemment, d'internationalisation. Voilà, pour se faire connaître ou autre, on peut développer, quand on est import-export par exemple, et créer une firme multinationale, cela peut se poser, ainsi de suite, ainsi de suite. Augmenter les salaires d'1%, cela va avoir des conséquences sur la masse salariale. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que c'est une politique de rémunération qui va motiver un peu plus les gens, de permettre aux gens d'être récompensés ou rétribués parce qu'ils ont fait un rendement particulier? C'est des questions qu'on a le droit, bien évidemment, de se poser. Cela peut aussi consister, bien évidemment, en termes d'exemple, pour la gestion opérationnelle ou au quotidien. Simplement, ce qu'il faudra noter là, c'est simplement la gestion des absences, des congés, des contrats, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, dans le cadre de ce cours, il y a un ensemble de références qui ont été mobilisées. Il y a un livre, je crois, qui doit être dans la salle d'impression au rez-de-chaussée de l'IUT, qui va s'intituler, si vous voulez, DUT GEA première année. Donc, cela prend en compte toutes les matières, enfin, toutes les matières, la plupart des matières, on va dire, aussi bien du semestre 1 et du semestre 2. Donc, je me suis inspiré aussi de ce livre-là pour ceux qui l'ont ou ceux qui veulent aller feuilleter un peu, ils ont tout à fait le droit d'y aller encore. J'ai également aussi mobilisé un autre livre qui s'appelle Ressources humaines, qui, on va dire, est quelque part la référence, parce que Jean-Marc Peretti, qui est l'auteur ici, il a hérédité, je crois, la 17e, la 18e édition récemment, l'année dernière. Donc, c'est un outil de référence. Mais cet auteur, en fait, est chercheur aussi, mais ce n'est pas le chercheur qui produit le plus d'articles. Mais en termes de livres, d'ouvrages éducatif pour enseigner, effectivement, c'est une référence en France. Il a commencé en 99 à éditer déjà un dictionnaire des ressources humaines. Et depuis, ressources humaines, et puis ce n'est plus un dictionnaire uniquement, mais c'est plutôt un ensemble d'informations, de connaissances et tout ça. Et franchement, c'est une référence un peu aussi en France, il faut le dire. J'ai également mobilisé comme ouvrage, un autre ouvrage, La gestion des ressources humaines. C'est écrit par un collègue qui s'appelle donc Aline Jean Solène. C'est un livre qui va rassembler un certain nombre d'éléments. C'est un livre qui est fait pour des généralistes, donc ce n'est pas spécifique pour les GRH. C'est d'abord pour les DUT et parfois quelques licences professionnelles peuvent l'utiliser dans le cadre de leur cours de GRH. J'ai également mobilisé comme livre, édité chez Nathan, La gestion des ressources humaines. C'est quelque part, on va dire, la clé, mais en fait, c'est l'essentiel à retenir. Donc, dedans, vous allez avoir des petites fiches, des résumés, comme ça permet vraiment de pouvoir appréhender ce qui se passe et d'évoluer progressivement. Je pense que ça doit être à la bibliothèque, Sciences 3, je crois. Mais si vous ne le trouvez pas, vous retournez au campus 1. Vous pouvez trouver quelques références à ce niveau-là. J'ai également mobilisé l'essentiel, si vous voulez, de la gestion des ressources humaines. C'est les éditions Carré qui font les essentiels de beaucoup de choses. Ils font aussi l'essentiel de la gestion des ressources humaines. Ils font l'essentiel du marketing, l'essentiel. Voilà, donc ils font beaucoup d'essentiels. Il y a une autre édition qui parle des zooms, où ils font aussi des synthèses comme ça. C'est plus pratique pour appréhender différentes matières que nous faisons ici, notamment donc la
la gestion des ressources humaines. Et enfin, il y a un autre livre que j'ai aussi mobilisé, c'est ce qu'on appelle la collection réflexe. Là, c'est toutes les matières et ils font semestre par semestre. L'avantage, c'est que vous avez beaucoup d'exemples, beaucoup d'illustrations. Franchement, c'est une collection qui est très, très bien. C'est aussi édité chez Nathan, bien sûr, mais voilà, vous avez pas mal d'informations semestre par semestre. Et effectivement, vous retrouvez des exercices dedans avec le correction. Enfin, des pistes sont proposées, c'est vraiment très, très enrichissant. Alors, il y a beaucoup d'autres livres qu'on peut bien évidemment vous indiquer, mais pour l'instant, essayez de garder des exercices là, c'est déjà vraiment pas mal. Sinon, vous allez aussi mobiliser Internet sur un certain nombre de revues que vous pouvez consulter en fait globalement. Parmi ces revues, il peut y avoir par exemple une revue qu'on appelle Entreprise et carrière, c'est un hebdomadaire du groupe Liaison Sociale qui est souvent produit. Il y a aussi le trimestriel proposé par l'AGRH. L'AGRH, c'est l'Association de gestion des ressources humaines qui propose une revue. Donc, par contre, il faut chercher à l'hôtel. Moi, je dois avoir les revues des 3 dernières années en général, trimestriellement, parce que je suis abonné et que je suis membre de l'association là. Mais il produit donc la gestion des ressources humaines. Et c'est 2 ans que nous, en tant que chercheurs, en fait, on publie aussi des choses et c'est très bien classé au niveau des classifications en recherche. Donc, je peux vous dire, c'est quelque chose de très intéressant. La dernière fois que j'ai publié dedans, ça doit être en 2016, 17 jours. Voilà. Et puis, il y a la revue française de gestion qui est plus généraliste. Ça peut concerner toutes les options, GCF, GMO ou autres, parce que dedans, vous avez tout ce qui tourne autour de la gestion et de la stratégie. La revue française de gestion est souvent associée à ce qu'on appelle l'Association internationale de management stratégique. Souvent, ils font des numéros spéciaux dedans, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Il y a aussi le mensuel qu'on appelle Sciences humaines, mais je ne sais plus si c'est encore beaucoup édité par ces temps-ci. Alors, nous allons donc nous poser, on va dire, des questions, on ne va pas dire gênantes, mais des questions vraiment importantes maintenant. Pourquoi enseigner la gestion des ressources humaines? Alors, il faut enseigner la gestion des ressources humaines pour au moins 3 raisons. À toutes les options, à toute la classe. Et vous devez absolument avoir ces informations au moins à garder en tête. Je vais les développer après, mais je vais vous dire rapidement les 3 raisons que je peux évoquer qui doivent susciter vraiment un intérêt pour vouloir étudier la gestion des ressources humaines. Non pas pour être forcément spécialiste de la gestion des ressources humaines, mais pour avoir 16 différents éléments de base. D'abord, une première raison, c'est de vous donner, on va dire, des points clés de repère sur les manières dont vous pourrez être géré par vos futurs employeurs. Deuxième raison, si vous voulez, ça peut être pour vous sensibiliser à ce qu'on appelle la dimension managériale de votre future activité. Gestion des équipes, voilà, si vous devez être manager, vous avez besoin de savoir comment manager les équipes, comment animer les réunions, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et troisième raison, pour accroître votre sens, on va dire, critique face à des outils et des politiques qui sont souvent contingents, c'est-à-dire dépendent du contexte dans lequel cela se présente. Ils sont souvent soumis au phénomène de mode, parfois il y a une mode qui passe et l'autre ainsi de suite, et en tout cas relatif à des modèles d'organisation qui en dépendent, sous-jacents. Alors, pour la première raison, on va peut-être voir à partir d'exemples pour situer un petit peu les choses. On a dit que pour la première raison, il s'agissait, pour la première raison, de vous donner des points clés de repère sur la manière dont vous pourriez être géré par vos futurs employeurs. Prenez l'exemple du comptable dans une équipe, au sein bien évidemment d'un cabinet, et qui doit gérer l'absence pour maladie d'un des membres de son équipe. Question RH, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut payer des heures supplémentaires à ce membre qui gère l'absence, il fait du travail ou autre, ou est-ce qu'il y a autre chose à faire? Concernant la raison 2, pour vous sensibiliser à la dimension équipe, la dimension managériale de votre future activité, puisque si vous évoluez en compétence, vous serez amené à passer au grade de manager. Même les comptables, s'ils évoluent, deviendront chefs comptables. Les chefs comptables, ils s'occupent d'un certain nombre de comptables. L'expert comptable va avoir en son sein des comptables, des sous-comptables, des choses comme ça, réparties par secteur, bloc d'activité, portefeuille,
grand compte, petit compte, des choses comme ça. Une dimension managériale qui est là. Si vous êtes vous serez amené à gérer des équipes ou vous ne pas l'événementiel, ces genres de choses. Alors, la question, c'est de prendre l'exemple du chargé de communication et de gestion événementielle qui doit composer avec les tensions au sein de son équipe. Déjà, c'est pas facile, hein, donc ça implique une certaine gestion du stress très importante. Hein, et il doit être tout souriant face à un public et doit afficher une image positive, même si au sein de son équipe, il y a de petits soucis. Par exemple, ça peut être l'absence d'un membre clé de l'équipe. Il faudra qu'il puisse savoir comment assurer cela. Est-ce que l'on doit lui donner une prime de rendement exceptionnelle? Est-ce qu'on doit le rétribuer? Est-ce qu'on doit lui payer quelque chose en reconnaissance donc, de cet effort particulier? Troisième raison, illustrée avec l'exemple, pour accroître votre sens critique face à des outils et des politiques qui sont contingents, comme on l'avait dit ici, et dépendent du contexte. Vous êtes embauché dans une grande entreprise de la place depuis 2 ans. Vous n'êtes pas très épanoui et une superbe opportunité s'offre à vous dans une boîte innovante qui souhaite vous embaucher sur un poste qui vous passionnerait, mais dans un projet qui débute dans 3 semaines. Question, pouvez-vous partir? Comment? Donc là, on va aborder la problématique de ce qu'on appelle la résiliation des contrats, la rupture du contrat, les formes de contrat. Et forcément, est-ce que vous avez besoin d'un préavis pour partir? Est-ce que le préavis dans votre contrat de départ, est-ce que c'est dans lequel vous n'êtes pas épanoui depuis 2 ans? Est-ce que c'est 1 mois? Donc à ce moment-là, vous ne pouvez pas partir parce que ça va être compliqué de commencer ou à moins de négocier là-bas une semaine supplémentaire, de pouvoir continuer, de déposer automatiquement votre préavis de départ. On va prendre un autre exemple. Vous êtes embauché dans une boîte depuis 5 mois, c'est-à-dire le mois de septembre, si vous voulez, concrètement. Et des amis ont une superbe opportunité de vacances post-Covid, parce qu'on est resté quand même longtemps à la maison. On peut maintenant penser éventuellement à est-ce qu'il y a moyen de partir maintenant ou pas. La question, c'est que les vacances, c'est vraiment en avril. Il y a une semaine et demie en avril. Comme les étudiants, les élèves dans le système scolaire, si vous voulez, on a des vacances en avril. Le souci, c'est que vous êtes embauché dans une boîte seulement depuis 5 mois. Donc, il y a ce qu'on appelle la problématique donc, de la prise en compte des congés payés et on ne peut pas anticiper sur les congés payés comme ça. Il faut avoir cotisé pour les utiliser. Du coup, c'est compliqué. Est-ce que vous pouvez partir dans cette vacance-là d'une semaine et demie en avril? Surtout en période de Covid, parce que le Covid fait qu'il y a une tension au niveau du marché de l'emploi. Est-ce que vous pouvez partir quand même? Voyez, toutes ces raisons-là pour nous amener donc à organiser le cours, en fait, sur au moins 2 grands axes. Vous partez si vous voulez. D'abord, nous allons étudier les éléments clés de la GRH en partant d'une définition et des domaines de la GRH qui nous allons permettre de déboucher sur les différents modèles de GRH et de finir avec les défis et enjeux de la GRH. Nous allons ensuite aborder quelques politiques de GRH, une introduction. Donc, parmi ces politiques, on va aborder celles d'emploi, de rémunération et de valorisation. Du coup, en termes d'enchaînement des différents points du cours, concrètement, le plan de tout le cours sera le suivant. Dans un premier point, introduction à la GRH. Deuxième point, nous allons aborder les modèles de gestion des RH. Troisième point, les défis et enjeux des postes RH. Dans un quatrième point, la politique d'emploi. Cinquième point, donc cinquième chapitre, la politique de rémunération. Et dernier point, la politique de valorisation. Donc, que nous allons développer chaque fois quand on va introduire globalement les différentes parties. Donc, 3 chapitres pour la première partie et 3 autres chapitres pour la deuxième partie. Et à la fin, donc, on va être amené à illustrer cela. Pendant le cours également aussi, on pourra faire 1 ou 2 exercices d'application qui permettront aux gens de pouvoir clarifier un certain nombre de principes. Sur ce, c'est déjà la fin de cette partie 0, on va dire, donc de cette grosse introduction au cours. Nous allons nous retrouver donc dans le point suivant, donc dans la vidéo suivante, où nous allons aborder le chapitre 1 de la partie numéro 1. À très bientôt.